Le rocher rouge. Le symbole lui apparut clairement. Il ne l'avait jamais vu et pourtant, il le voyait comme en plein jour. Une peinture rouge sur une toile tendue en cuir de bête sauvage face à un étrange et haut pilier de bois sculpté et peint dont le fait était une tête d'animal à cornes. Ce symbole resta gravé dans sa mémoire lorsqu'il s'éveilla. La vallée des Crocs était ocre et aride. Voilà pourquoi les pâturages verdoyants en toile de fond du songe l'avaient marqué. Il serra le pendentif qu'il portait au cou et se leva. Comme chaque matin, Dagar croisa Mosug et Kurzuk et les salua d'un air absent. Ses deux camarades de bagarre lui jetèrent un œil assommé et retournèrent à leur chamaillerie. Le jeune Dagar se fraya un chemin jusqu'au dehors de l'antre qu'il a vu naître il y a 13 ans de cela. La moiteur des boyaux de la terre fit place à un air chaud et sec, un air qu'il huma, tout inspiré qu'il fut par cet appel quoi. L'ancien Murkar l'attendait à sa forge, fidèle au poste, toujours à marteler cette enclume sans relâche. Dagar lui souhaita le bonjour. Son mentor grogna une réponse distraite et lui fit signe de remuer la pince en fer dans l'eau. Toute la matinée durant, Dagar hésita à lui demander conseil quant à sa vision nocturne. Il hésitait car il savait au fond de lui que cet appel l'arracherait à ses racines. Il n'avait pas envie de décevoir le forgeron qu'il avait recueilli lorsque ses parents étaient partis à la guerre et n'étaient jamais revenus. Murkar ne goûterait certainement pas cette envie de changer d'air. Finalement, la journée, chaude comme toujours, passa. Et le jeune orc ne dit rien. Lorsque vint le temps du dîner, Dagar se porta volontaire pour aller chercher du bois sec pour la flamber. Ce fut la dernière fois qu'il vit Murkar et l'antre et les siens. Le cœur serré, il détourna le regard et partit. Le plus ardu fut de tromper la vigilance de la sentinelle et des 2 écumeurs sur leurs loups de guerre qui patrouillaient sans relâche sur les chemins qui reliaient la vallée des Crocs au premier village, à des lieues de là. Sa peau couleur cactus l'aurait trahi comme un pois flottant au beau milieu de la soupe, sans le couvert de la nuit. La nuit, tous les pois sont gris. Avoir une faim de loup, dit-on. C'est un peu ce que ressentit le jeune orc qui se laissa guider par les étoiles au bout de quelques heures. Sauf que sa faim n'était pas physique, mais spirituelle. L'appel du loup était fort, rageux, acéré. Les terres de ses ancêtres étaient couvertes de poussière, que seule une légère et rare brise venait griffer de temps à autre. L'exilé se débattit avec un grain de poussière pendant un bon moment. Au petit matin, Dagar atteignit le village qui fend 2 collines. Il s'y faufila comme s'il appartenait au clan local. Personne ne le réprimanda. Le voyant loucher sur les pains chauds sortant du fournil, une ancêtre lui offrit même 2 pommes des cactus et un bol d'eau. Dagar les engloutit et en reprit 2 pour la route. Malgré sa cécité, l'ancienne le savait habité par un appel mystique. Les anciens savent des choses que personne d'autre ne soupçonne. L'accompagnant à l'orée du village, elle lui indiqua le sud-ouest. Dagar reprit son périple, non sans la remercier. Il marcha, il trotta, il marcha de plus belle. L'ignorant copieusement, des sangliers sauvages foyaient le sol rougeâtre en quête de nourriture. Le jeune orc prit soin d'éviter les scorpions géants et les hommes des ronces et quitta sa terre natale à la tombée de la nuit en traversant une rivière. L'eau lui apporta boisson et rafraîchissement et ainsi le revigora. Le son des insectes était assourdissant, la marche longue. Mais Dagar ne s'arrêtait pas, poussé qu'il était par les vents du destin. Le voyageur trouva à la croisée des chemins quelques bouchers et forgerons à l'œuvre. Un apothicaire mort-vivant baragouinait des formules dans ses moustaches. Dagar s'arrêta pour l'observer un moment.
C'était la première fois qu'il voyait un membre de son espèce. L'homme ressemblait à un humain, décharné et sans souffle. Mais pour le reste, tout y était. L'apothicaire ne lui prêta aucune attention. Et Dagar alla s'assoupir sur la pile de foin qui jouxtait l'auberge. Au petit matin, la chaleur montait déjà rapidement. L'orque fut réveillé par un raptor qui lui renifla la trogne. Dagar prit peur. Il recula sur ses mains et son séant. « Todo, l'ami !» entendit-il une voix à l'accent ensoleillé. « Bernard te mangera pas, je l'ai bien dressé. » Dagar resta quoi? Le chasseur troll, aux défenses interminables et à l'allure dégingandée, enfourcha sa monture et partit d'un rire nourri. Ce réveil animé eut le mérite de remettre l'orque dans le droit chemin. Il se servit de l'auge des bêtes pour s'asperger d'eau, but une gorgée et erra un instant avant d'apercevoir l'attelage d'un homme taureau se diriger hors du village. « Ah, petit orque !» lui répondit le fermier après avoir été interrogé sur la direction qu'il prenait. « Monte, si le cœur t'en dit. Mon chemin me mène au camp Tarojo, et le tien, je présume, un peu plus loin. Comment le sais-tu » s'enquit Dagar. « Petit orque, les miens savent écouter les murmures de la terre-mère. Et que dit-elle? Que ton estomac vide ne serait pas contre un peu de venaison. » Dagar ne put refuser pareille invitation. Il monta sur l'attelage de l'homme taureau et accepta de bon gré la pitance offerte. L'orque profita du voyage pour se nourrir de la sagesse de son humble hôte. Son imposante présence avait quelque chose de rassurant. Il était certes massif, mais une douceur l'enveloppait. Dagar comprit que l'invitation de la terre-mère le menait sur les terres des siens, les hommes taureaux. À leur allure, il leur fallut 2 jours pour traverser les terres arides et gagner le camp Tarojo. Dagar n'aurait probablement pas survécu à un si long voyage sans l'aide du fermier. Les terribles dangers qu'il évita grâce à lui furent légion. Bêtes sauvages, telles les hyènes et les serpentenaires, hordes de centaures qui patrouillaient le territoire et gardaient farouchement les rares oasis. Et puis la faim, et surtout la soif. Dagar était parfaitement conscient de devoir sa vie au fermier. Il ne savait d'ailleurs pas comment le remercier. Dagar partagea un dernier repas dans les terres arides avec les membres du camp assemblés autour d'un grand feu. Ils faisaient tous partie de la Harde Rouge, cette coalition qui unissait les peuples orques, trolls, morts-vivants et les hommes taureaux. À l'heure de faire pitance, ils avaient pour habitude de fumer ensemble le calumet avant de se sustenter. C'était leur façon de remercier la terre-mère nourricière pour le repas qu'elle leur offrait. Le jeune voyageur goûta cette fumée âcre qui lui emplit les poumons et lui embua l'esprit. Un esprit qui s'absenta un instant qui lui parut interminable. Il eut alors l'impression de quitter son corps et d'observer la scène au-dessus des flammes. Cet aperçu du monde astral lui donna l'occasion de voir danser les âmes de ses congénères parmi les fumées dégagées par le feu. Lorsqu'on lui demanda ce qui l'avait amené en ces terres sèches, Dagar répondit qu'il cherchait sa destination. Une destination qui trouva son nom. En racontant sa vision nocturne, on lui parla de la Messa de Rouge Nuage. « La Messa de Rouge Nuage » répéta machinalement le jeune orque à la nuit tombée. Le lendemain, à l'aube nouvelle, il trouva le fermier qui l'avait conduit là, déjà en train de s'affairer. Ce dernier lui présenta une chasseresse de son peuple. « Va, petit orque, et Kunati va te mener à Molgur, notre terre natale. Elle y part chasser les trotteurs invasifs.
Nous nous nourrissons de leur viande et confectionnons avec leur cuir, logis et instruments. Ce n'est plus très loin d'ici. Tu seras bientôt arrivé à bon port. » Les yeux de Dagar étaient pleins de reconnaissance, et le fermier le vit. Nul besoin d'en dire davantage. Dagar suivit les sabots des Kunati et quitta le camp Tarojo. Ils entrèrent en Molgur à la mi-journée. Des plaines verdoyantes à perte de vue, comme Dagar n'en avait jamais vu. Du vert, partout du vert. Il se baissa pour toucher l'herbe qui, ici, n'était pas sèche et coupante comme dans les terres arides, mais fraîche et douce. La mer d'émeraude dansait avec le vent. La chasseresse réprima son amusement devant la candeur du jeune orc. Et Kunati le conduisit au camp Sabot Pourpre, d'où l'on indiqua aux voyageurs la direction à prendre pour atteindre la Mesa de Rouge Nuage. Poussé par une force invisible, l'orc perdu dans cette nature abondante salua la chasseresse et partit rejoindre sa destinée. En chemin, Dagar croisa quelques loups des steppes qui le regardèrent passer. Puis, il vit 2 vautours planer en cercle dans le ciel. Il connaissait la réputation de ces charognards. Troublé par leur manège, l'étranger s'aventura dans les hautes herbes jusqu'à trouver un puits. Un puits au fond duquel une vieille femme taureau était tombée. Dagar l'appela. Elle répondit « Bien ». Elle était toujours en vie. L'orc pensa la faire remonter dans le seau, mais celui-ci était tombé au fond, tout comme la corde qui le maintenait. « Lancez-moi la corde !» lui dit-il. Hélas, les forces de la vieille femme lui faisaient défaut. Au bout de 2 tentatives infructueuses, ils comprirent qu'elle n'y arriverait pas. Dagar se refusait à l'abandonner là. Devait-il repartir en arrière et aller quérir de l'aide au camp ? Ou peut-être atteindre la Mesa et leur expliquer l'accident? Le temps pressait. Les vautours ne tournaient pas là par hasard. « Lancez-moi la corde, une dernière fois !» implora l'orc. La femme maugréa quelques paroles, puis se décida enfin, à bout. Cet ultime lancer mena la corde moins haut encore que la fois précédente. Mais Dagar tendit la main vers le bas, refusant d'échouer. Le vent l'entendit. Alors que la corde retombait, une bourrasque la souleva du fond du puits et la fit jaillir haut au-dessus de la margelle. Interdit, Dagar s'en saisit. Puis, après s'être gratté la tête, il haussa les épaules et l'enroula sur la poulie. Il put ainsi sortir la vieillarde de sa prison, lui épargnant une mort certaine. Il la hissa sur ses épaules et prit le chemin qui montait entre les collines rocheuses. Tant bien que mal, ils arrivèrent finalement au camp de la Mesa de Rouge Nuage. Dagar y reconnut le signe qu'il avait vu dans ses songes, au beau milieu d'un grand et imposant totem qui se dressait à l'entrée d'un groupe de tipis. Il était là, le dessein qui l'avait fait quitter ses terres natales. Dagar s'était blessé l'orteil en route et boitait, mais malgré la douleur, l'orc avait refusé d'abandonner. Il fut accueilli par Tomkal, le fils du chef du village et petit-fils de la victime. Ce dernier l'amena à son père. Le grand chef Aiglevent remercia leur invité en l'accueillant parmi les siens. Le soir venu, les membres du village se réunirent autour d'un grand feu de joie pour célébrer leurs nouveaux membres. Dagar apprit alors par la bouche du grand chef les us et coutumes des hommes taureaux. Il apprit que ceux-ci, jadis nomades, arpentaient les terres arides en chassant le kodo, un grand, lent et puissant animal à cornes. Puis ils s'allièrent aux orques pendant la Grande Guerre pour combattre les envahisseurs colons humains en échange de leur aide à vaincre les centaures, ennemis ancestral des hommes taureaux. Le grand chef Aiglevent vivait depuis en paix et en harmonie avec la nature sur ces terres venteuses, retirées et en altitude.
À son tour, Dagar raconta son périple. Le grand chef sut que sa présence était tout sauf fortuite. L'orque avait été appelé par la terre-mère. Bienvenue chez toi, orque Dagar. C'est ainsi que, durant les années qui suivirent, Dagar vécut parmi les hommes taureaux, en chassant le trotteur et le lion des montagnes, aux côtés de Tomcal, le fils du grand chef. Ils devinrent inséparables. Un jour, Tomcal lui demanda « C'est quoi ce bout de fer qui pend de ton cou? Ça ?» dit Dagar en empoignant son pendentif. « Un souvenir de mon père. » Le jeune chasseur comprit pourquoi l'orque ne s'en séparait jamais. Si Tomcal possédait un jour le dernier présent de son père, il en ferait de même. Les orques sont des êtres bruyants et souvent belliqueux. Auprès du grand chef Aiglevent, en revanche, Dagar apprit à se taire et à écouter les murmures du vent. Sur les terres isolées de la Messade de Rouge Nuage, le vent était plein d'enseignements. Dagar pouvait parfois s'éloigner des heures, à la nuit tombée, pour écouter le langage des éléments naturels. Car bien qu'il se sentît chez lui sur ces terres, il n'en oubliait pas moins qu'il venait d'ailleurs. Ce petit moment de solitude que respectait Tomcal en le laissant à l'écart lui était salvateur. Un jour qu'il aidait grand-mère, c'est ainsi que tous appelaient la vieillarde qu'il avait sauvée du puits, à arroser les récoltes, elle lui posa cette étrange question. « Dagar, qu'est-ce que la pluie ?» L'orque posa son seau d'eau et réfléchit. Il ne trouva pas la réponse. Alors il s'assit et resta là sans bouger. Il se mit à jouer distraitement avec ses doigts en regardant les nuages. À son grand étonnement, Dagar les vit tournoyer en suivant la courbe dessinée par le mouvement de sa main. Il manipula les nuages un moment avant qu'un agglomérat ne se forme et que les gouttes d'eau viennent tomber sur les récoltes. L'air interdit, il se tourna vers grand-mère, qui rit aux éclats. « Tu devrais voir ta tête. »« Mais je ne comprends pas. »« Ça ne tardera pas. Continue à écouter le vent comme tu le fais à la tombée de la nuit. » Ce qu'il fit. Il continua à demander conseil auprès de grand-mère et du grand chef. De sa douce voix qui faisait vibrer la terre, ce dernier lui avoua. « Ton goût pour l'apprentissage révèle la noblesse de ton caractère. Écoute, Dagar, les montagnes se muent en désert, les rivières en canyons. La terre est le plus opiniâtre des éléments. Elle enseigne patience et endurance. » Grand-mère enchérit. « La terre-mère te protégera, mais seulement si tu lui témoignes le respect qui lui est dû. Elle est la base de la vie, et en observant ses lois, tu gagneras en sagesse. » La pleine lune suivante, Dagar fit un rêve. Alors qu'il écoutait chanter les vents, il entendit une flûte dans le lointain. En suivant les notes, il découvrit une jeune orque du nom de Driba qui jouait un air envoûtant, à tel point qu'un grand loup blanc s'était approché pour écouter. Lorsque Driba s'arrêta, elle rit, puis se présenta. La musicienne révéla à Dagar que le loup blanc venait à chaque pleine lune pour l'écouter jouer. Dagar lui fit la promesse d'en faire de même. « Tu as fait le rêve ?» s'exclama Tomcal, pris entre jalousie et excitation. Le jeune homme taureau alla ébruiter la nouvelle, et bientôt tout le clan de la Messade de Rouge Nuage appela l'orque Dagar Abokotipé, ou, dans la langue des hommes taureaux, Dagar le parle-terre. Grand-mère concocta une préparation mystérieuse dans un bol en terre cuite et lui dit « Trouve le rocher sacré et boisis ton sapta. »
À quoi ressemble le rocher sacré? Tu le reconnaîtras. Ou peut-être sera-ce l'inverse, ajouta la vieillarde, pleine de malice. Tomcal savait que Dagar devait y aller seul. Il respecta son dialogue sans parole avec la terre-mère et partit chasser. L'orque erra jusqu'à la tombée de la nuit sans trouver ce qu'il cherchait. Puis finit par tomber dessus à 2 pas de la caverne interdite. Oui, pas de doute, c'était bien lui. Dagar but le liquide, âcre et visqueux, en grimaçant. Il se sentit défaillir. Ça fut comme un coup de marteau sur la tête. Mais au lieu de voir 36 chandelles, ce sont des petits cailloux qui s'agitèrent sur le sol. Les cailloux appelèrent des pierres, puis des roches, qui sautèrent les unes sur les autres pour former un imposant élémentaire de roche. L'entité cracha une pierre au pied de l'orque et gronda. « Prenez ce quartz et apportez-le à votre guide. Il lui servira de cœur pour vous confectionner votre totem. Soyez patient, restez fort. C'est ce que la terre attend de vous. À la fin, vous ne ferez plus qu'un avec elle. Respectez-la comme elle vous respecte. » Puis le monstre de pierre s'écroula, tel un éboulis de montagne, pour se rendormir. Le quartz en main, Dagar ne put s'empêcher d'avoir un regard vers la caverne interdite, un endroit où le grand chef lui avait dit de ne jamais se rendre avec Tomcal. Un étrange malaise lui saisit le ventre. Dagar hésita à aller y jeter un œil, puis se ravisa. Le quartz prouva à la tribu que la terre-mère l'acceptait. Dagar, le parle-terre, apprit à invoquer la pluie pour nourrir les cultures, à apaiser les tempêtes et à guérir les blessures des membres de sa tribu. Le soleil se leva et se coucha un grand nombre de fois. Chaque jour, il se sentait de plus en plus en phase avec la nature, découvrant des aspects de lui-même qu'il n'aurait jamais imaginés. Et à chaque pleine lune, il retrouvait Driba, la joueuse de flûte, et le loup blanc. Plus il faisait ce rêve, plus l'animal se rapprochait de lui, jusqu'à ce qu'ils soient tous deux côte à côte, ce qui prit plus d'une décennie. Dagar avait une longue barbe liée en tresse à la façon des hommes taureaux qui lui pendait sous le menton. Son corps s'était élargi, son regard avait mûri. Une nuit, en plein rêve, Driba, qui avait grandi avec lui, fit une fausse note qui sonna comme un déchirement. Le chaman fut réveillé par des pleurs. En pleine nuit, il trouva le grand chef Aiglevent tenant le corps faible de son fils Tomcal, le meilleur ami de Dagar. Ce dernier était infecté par un poison, celui des hommes ronces. « Je vous l'avais dit, les enfants, » déplora le grand chef. « Je vous avais dit de ne pas vous rendre dans la caverne interdite. Il voulait prouver sa valeur. » Avoua Dagar, étouffé par l'émotion. Il voulait prouver qu'il progressait dans la grande chasse. Perdre la vie ne prouve rien. Mâcha le patriarche de la tribu. Ces mots sonnèrent comme un coup de poignard. Dagar tenta de soigner son ami, en vain. Il serra son pendentif comme s'il cherchait le soutien de ses ancêtres. Il ne pouvait pas laisser Tomcal mourir ainsi, sans rien faire. La douleur et la frustration lui serraient les entrailles. Il cria à la lune, si fort qu'il en hurla. Dagar s'élança dans la nuit et se mit à courir, à en perdre haleine. Bientôt ses pas accélérèrent, comme s'il courait à 4 pattes. 4 pattes. Dans sa rage, le chaman se changea en loup et traversa la mesa de rouges nuages à folle vitesse. Comme enragé, il entra dans la caverne interdite, telle une furie, et se faufila dans ses boyaux. Dagar ressortit à l'aube, couvert de sang, la tête du chef des hommes ronces à son poing.
Il n'avait trouvé aucun remède pour son ami mourant. Alors il avait laissé éclater sa rage. Toutes ces années, les voies de la terre-mère l'avaient conduit sur un chemin paisible. Vivre en paix était-il une façon de se cacher de la violence et des dangers du monde? Groggy, Dagar le chaman revint au camp machinalement. Lorsqu'il arriva à portée de vue, il vit une fumée noire se dégager de l'ensemble des tipis. Sa peine et sa crainte avaient embué ses sens. Il lâcha la tête ensanglantée. Il se précipita vers sa tribu, la peur au ventre. Le spectacle qui s'offrit à lui en arrivant lui marqua le cœur au fer rouge. À ces actes enragés en avaient répondu d'autres. Dagar était en plein cauchemar. Tomkal était mort. Le grand chef Aiglevent aussi. Grand-mère aussi. Et les autres aussi. Tous gisaient là, leur corps calciné par les flammes qui avaient ravagé le camp. Bouche bée, Dagar resta figé par l'horreur. À dire vrai, il souffrait trop pour ressentir quoi que ce soit. Errant comme une âme perdue, il compta un à un les membres de la tribu, sans comprendre. Puis, il chercha à savoir ce qu'il s'était passé. Qui étaient les coupables? Les hommes ronces étaient trop primitifs pour manigancer un coup pareil. Et de toute façon, il venait de les chasser de ces terres. Là, des sabots de chevaux. Sans savoir pourquoi, il porta la main à son pendentif familial. Dagar retrouverait les coupables et leur ferait payer. En éradiquant son passé, les cavaliers venaient de dessiner son avenir. 6 années s'étaient écoulées depuis les événements funestes de la Mesa de Rouge Nuage. Dagar, le parle-terre, passa son 30e anniversaire sur le champ de bataille. Sa hache plongée dans la gorge de son ennemi. Il l'avait retrouvé. Le meurtrier de son clan, celui qui avait assassiné le grand chef Aiglevent, grand-mère et les autres. L'ignoble coupable était l'humain qu'on appelait capitaine Bellarion. Et ce dernier s'effondrait en arrachant du cou de l'orque le pendentif légué par son père. Bellarion heurta de tout son poids la terre gelée. La vallée enneigée était tachée par le sang des victimes, et celui de l'humain s'y mêla. « Pourquoi » articula Dagar, abattu. Il resta là, figé par l'incompréhension. Pourquoi cet homme avait commis un tel acte? Pourquoi cette haine envers les siens? Pourquoi avait-il consacré ses dernières forces pour lui arracher son pendentif? Seul le souffle du vent glacial lui répondit. Soudain, un homme se dressa tel une forteresse à quelques pas de lui, le toisant d'un regard plein de vindicte. « Tu vas me le payer », dit-il dans sa langue. Dagar leva les yeux sur lui. C'était un paladin. La taille de son marteau de guerre était imposante, même pour lui, un orque solide et robuste. Les membres de la Harde Rouge avaient profité de la chute du capitaine Bellarion pour faire une percée dans les lignes ennemies. Le chaman se redressa posément. Il le lisait dans les yeux de son adversaire. Ce combat allait être long. Invoquant la puissance des ancêtres, Dagar planta 4 totems dans le sol gelé, provoquant une onde de protection autour de lui. Sa hache et son bouclier au poing, le chaman allait et venait, lentement, pesamment, presque comme s'il mettait le paladin au défi de pénétrer son cercle de protection, le cercle des éléments. Dès ses premiers pas sur la voie chamanique, Dagar avait appris à maîtriser la terre
le feu, l'eau et la foudre. Chacun de ces totems représentait l'un de ces éléments. 4 points cardinaux qui formaient une défense d'acier. Le chaman Dagar était un roc. Cet humain allait l'apprendre à ses dépens. Si ce dernier tombait, alors la bataille pencherait définitivement et la harde rouge l'emporterait. Le paladin était l'ultime rempart à la victoire. Toutefois, celui-ci n'était pas n'importe qui. Ces derniers temps, Dagar n'avait cessé d'entendre chanter les hauts faits de cet homme à travers la vallée. Il s'agissait, à n'en point douter, du preux. À lui seul, bien plus que par la qualité de la défense de son capitaine, le pacte bleu avait résisté aux coups de boutoir adverses. Ce paladin avait arrêté plusieurs charges menées par des hommes taureaux. Dagar aurait voulu lui dire qu'il n'était pas obligé de s'affronter. Toutefois, il voyait les flammes danser dans le regard du paladin. Il ne se détournerait pas de son objectif. Et à cet instant précis, en tuant son supérieur, Dagar était devenu son objectif. Les guerres ne se gagnent pas à grands coups de génie, mais par de petites escarmouches stratégiques et bien senties, étape par étape. Le preux était la prochaine étape sur la voie de Dagar. Comme une bête qui ne tenait pas en place, le parle-terre faisait les 100 pas, tandis que le paladin n'avait pas bougé d'un cil. Mais il rayonnait de force, de puissance et de conviction. Il fit un pas en avant et entra dans le cercle des éléments. Aussitôt des nuages noirs s'agglomérèrent au cœur de la vallée et le ciel s'assombrit. Dagar s'arrêta, les pieds solidement ancrés sur leurs appuis. Le paladin leva son arme, la foudre retentit subitement et le frappa de plein fouet. L'humain poussa un cri, puis serra les dents et ploya le genou. Dagar leva sa hache et la battit. Bien qu'il soit sonné, un genou à terre, une main sur son marteau appuyé au sol, le paladin arriva à parer le coup avec son avant-bras. L'arme et l'armure de plaque se rencontrèrent et le choc alla ricocher sur les montagnes de la vallée de Mérak. Les deux armées semblèrent s'être figées pour observer ce combat de titans. Le marteau de la justice percuta le chaman et le fit reculer. Le paladin se remit sur ses deux jambes et se saisit fermement de son arme. L'orc projeta des missiles faits de terre et de roches, mais l'aura du paladin les incendia tel un météore entrant dans l'atmosphère. L'humain reprit l'avantage par un coup magistral qui projeta son adversaire loin du support de ses totems. Sans eux, Dagar aurait été complètement sonné. Peinant à retrouver ses sens, le parle-terre se remit sur ses deux jambes fragiles. Son bouclier était brisé, son bras engourdi. Le paladin du pacte bleu avança sur lui et frappa. La hache dévia le marteau. Dagar mit un coup de boule à son opposant. Secoué, un filet de sang lui dégoulinait sur le visage. Face à face, les deux hommes haletaient. Alastair le preux prit son élan et frappa. Dagar eut tout juste la force de se tourner pour encaisser le coup de côté. Il tomba lourdement à terre. L'épaule endolorie, grimaçant de douleur, il entendit le paladin revenir à la charge. Le chaman sortit sa botte secrète et invoqua un élémentaire de terre. Un colosse de roche qui s'interposa entre lui et son assaillant. Sans se démonter, le preux évita l'énorme poing de la chose et puisa dans ses forces intérieures pour imbiber son arme. Un coup de marteau titanesque ébrécha le colosse, qui se fissura et s'écroula au second assaut. Impressionné, Dagar, qui espérait profiter de ce qui aurait dû être bien davantage qu'une diversion, surgit pour lui planter sa hache dans la jambe. Le paladin ravala sa douleur et frappa l'orc de son coude en plein visage. Une gerbe de sang aveugla l'orc, qui pourtant attrapa le marteau du paladin pour s'y agripper comme un beau diable.
Les deux lutteurs opposèrent leurs forces. Coup de boule d'Alastair. Malgré les 36 chandelles, Dagar répliqua. Le paladin recula d'un bon mètre, ses bottes glissant sur le sol gelé. Le preux semblait perdre l'ascendant lorsqu'un éclair de lumière foudroya l'orque tout droit. Le chaman fut projeté, éreinté. Il refusait néanmoins de céder. Crachant du sang, à bout de force, Dagar se mit à ramper vers son ennemi. Ce dernier boitait désormais vers lui. Bien décidé à en finir, Alastair revint à la charge. Dagar semblait cette fois incapable de riposter. Le paladin leva difficilement son marteau et frappa un coup qui semblait fatal. Contre toute attente, Dagar rageur se métamorphosa en loup et esquiva. Campé sur ses pattes, prêt à bondir, le loup astral tourna ses crocs vengeurs vers l'humain. Alastair se figea devant la bête, incapable d'esquisser le moindre geste, tétanisé par l'effroi. Ces lieux étaient les terres des loups de givre, le clan orc qui s'opposait aux nains glace-fer. Et la bête de cauchemar rôda autour de sa proie. Les forces du paladin semblèrent le fuir. Le loup bondit, le marteau ne broncha pas. L'humain fut poussé au sol et son crâne heurta un rocher. Dagar quitta le monde astral pour revenir dans son corps. Il reprit sa forme naturelle, récupéra sa hache et la plongea entre l'épaule et le cou de sa victime. Cette fois, Alastair ne put contenir un cri. Il était vaincu. Dagar libéra son arme et s'apprêta à asséner le coup fatal. Mais il n'avait pas vu que sous le paladin, Bellarion, sa précédente victime, gisait. Alastair se saisit de l'épée du capitaine et lui transperça les entrailles. L'orque hurla, mais abattit son arme dans un ultime effort. Les deux duellistes s'effondrèrent. Allongés côte à côte, sur le sol enneigé de la vallée de Mérac, leurs vies les quittèrent, progressivement. Les yeux tournés vers les cieux, Dagar vit deux étoiles prendre la forme du regard de son père, puis de celui du grand chef Aiglevent, puis de celui de Tomcal, son ami. Enfin, la constellation prit l'apparence du visage de Driba, la joueuse de flûte, qui le convia à se joindre à elle. Dagar entendit la douce mélodie lui parvenir du firmament, et bientôt, plus rien d'autre n'exista.